Oh oui, c'est bon l'amour, le vrai, le fort, le grand, l'unique. Enfin, jusqu'au prochain. Alors que l'idéal du grand amour semble en voie d'extinction, on le sanctifie et on l'investit plus que jamais. Mais pourquoi s'accroche-t-on si fort à ce vieux mythe anachronique ? Il serait possible de vous embrasser, c'est une question de vie ou de mort. Le monde est gris et moche. L'amour le réenchante. Il nous éclaire et nous réchauffe. Quand vous êtes amoureux, eh bien vous êtes un. Tout votre être, tous vos espoirs convergent vers une seule personne. Aller vraiment, pleinement vers l'autre ? Dans nos sociétés individualistes, ça demande un peu d'effort. Ça peut même faire complètement flipper. Comment on fait pour atteindre ce grand amour-là ? Est-ce qu'il faut que, comme Madame Bovary, je me suicide à la fin pour prouver que c'est un grand amour ? Qu'est-ce que c'est que le grand amour ? Est-ce que c'est la passion amoureuse ? Oui, c'est le plus exaltant. Ou est-ce que c'est le plateau télé ? Coincé entre fantasmes de contes de fées et trivialités du quotidien, l'amoureux moderne doit être courageux, visionnaire. Finalement, on voit que l'amour a aussi une dimension éthique et politique. En quoi l'amour est-il révolutionnaire ? Pourquoi court-on tous, et plus vite que jamais, après le grand amour ? Que nous promet cette échappée ? Qui dit amour, dit histoire d'amour. Le grand amour, c'est d'abord une histoire qu'on se raconte. Un mythe qui s'est forgé au fil de récits, de légendes et d'archétypes qui nous bercent depuis notre plus jeune âge. Bonjour les enfants, vous allez bien ? Oui. Oui. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau atelier de philosophie. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour. Ah. C'est quoi le grand amour pour vous ? Le grand amour, pour moi, c'est touchant. Non, mais... C'est quoi le grand amour pour vous ? C'est dès qu'on aime beaucoup une personne, qu'on croit qu'elle nous est destinée, qu'on ressent des sentiments bizarres et qu'on l'aime, c'est tout. Vous savez, Lacan citait souvent cette phrase de La Rochefoucauld. On n'aurait jamais aimé si on n'avait pas entendu parler d'amour. Notre culture, en tout cas depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, n'arrête pas de nous présenter des histoires où il est question d'amour. On a des modèles culturels très forts et très insistants. Et dans le cinéma de Disney, par exemple, ça finit systématiquement par « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Donc on s'aperçoit que, ou dans les séries, on s'aperçoit que l'image de l'amour que ça développe, c'est qu'un jour on a un coup de foudre, on tombe sur la personne parfaite, on est amoureux et ça c'est pour la vie. Est-ce que dans les dessins animés, il y a des histoires d'amour ? Oui. Aladdin, c'est... Ah ouais, dans Aladdin, c'est la sirène. Dans les Walt Disney, tu dis ? Oui. Par exemple ? La Belle et la Bête ou Mickey ou des trucs comme ça. Oui. Est-ce que vous connaissez un film d'amour ? Oui, les films. Oui, Aladdin. Non, pas Aladdin.
Batman et Suicide Squad. Ben, Joker et je sais pas quoi, ils sont amoureux. Je sais pas. Et Harley Quinn et Joker, ils sont amoureux, ils se délivrent, après ils font... Et après ça part. Un enfant très jeune qui va regarder des films de Walt Disney, qui va écouter des histoires, va être déjà très conscient de l'importance capitale du sentiment amoureux et de l'histoire amoureuse dans la vie des adultes. Par exemple, j'avais fait une recherche, j'avais demandé à des enfants de 8 ans à 16 ans, je leur avais demandé d'imaginer, de me décrire qu'est-ce que c'était qu'un dîner romantique. Et donc un enfant de 8 ans qui n'a pas encore d'expérience était capable de me décrire de façon très précise les chandelles, de la musique, des nappes. Donc il y avait un script culturel d'un dîner romantique qui est déjà connu d'enfants très jeunes. Est-ce que vous pouvez décrire un dîner romantique? Oui. Bah, d'abord, il faut à manger. Mais un restaurant 3 étoiles. Non, 4 étoiles. 5 étoiles. Et après, l'homme, il paye. Pourquoi c'est l'homme qui doit payer? Bah, parce que c'est c'est normal. C'est comme ça. Si ils disent que c'est l'homme qui doit payer pour la femme, c'est dans les codes de la galanterie, mais après, c'est pas forcément obligé. On peut aussi faire à la maison. On met des bougies, des décorations, on fait un bon manger et on mange avec Les chandelles, les baisers au clair de lune, les papillons dans le ventre. Dès l'enfance, on connaît par cœur le récit type du grand amour et ses motifs. Des clichés, de belles images qui nous viennent de très loin. L'amour-passion, c'est une invention culturelle. L'amour-passion est né à un certain moment de l'histoire en Occident, de par la rencontre entre différentes influences proche-orientales, les troubadours, l'amour courtois, l'hérésie cathare. Et finalement, c'est le mythe de Tristan et Iseut, le premier roman sur la passion d'amour mortelle. Donc c'est au XIIe siècle, au Moyen-Âge, et qui marque finalement le début, en tout cas, du grand mythe de l'amour-passion. Et donc ce mythe-là, ce mythe de Tristan et Iseut, finalement, il n'est pas mort. Tristan et Iseut, ces héros légendaires pris dans un amour adultère contre lequel ils ne peuvent pas lutter et qui les mène à leur perte. Dès le XIIe siècle, leur passion mythique pose les premières pierres de notre vision du grand amour. Un amour unique, absolu et impossible. Au XIXe siècle, avec le romantisme qui imprègne toute l'Europe, l'amour passionnel devient une valeur fondamentale. Le mythe du grand amour nous met la fièvre. Le romantisme, évidemment, c'est un moment où l'amour apparaît comme ce qui va pouvoir organiser les vies, donc on lui donne une valeur qu'il n'avait jamais eue auparavant. Et la passion n'est pas quelque chose dont il faut se défendre, mais quelque chose dans lequel on trouve la force de vivre. Et ça, c'est tout à fait nouveau, et c'est là-dessus que nous vivons encore. Le romantisme a forgé notre idéal d'un amour-passion. Sauf que si l'on en croit l'étymologie, qui dit passion, dit souffrance. Un modèle torturé qu'on continue à nous servir et qui fait toujours recette. Il n'y a qu'à regarder du côté du cinéma français. Il y a des grandes figures obligées dans le film d'amour à l'américaine et le film d'amour à la française. Ça vient aussi à la fois de la culture européenne versus la culture américaine et des modèles qu'on a eus pour raconter des histoires. Le modèle américain, il est basé sur une idéalisation, sur une glamourisation, quelque part, de la réalité, avec des personnages qui vivent des grands moments romantiques. Le baiser sous la pluie à la fin de Breakfast at Tiffany's, c'est vraiment le moment romantique absolu. C'est-à-dire de l'amour malgré la pluie. C'est ça que ça raconte. C'est-à-dire, on s'embrasse, on s'en fout qu'il pleuve, parce qu'on s'aime. Won't you join me? J'ai l'impression que le cinéma français est beaucoup plus attiré sur ce qui empêche l'existence du grand amour, ce qui fait que le grand amour est confronté au réalisme, à la réalité, c'est-à-dire l'engueulade, les oppositions, la proximité, le quotidien. C'est plus ça le sujet, et c'est comment, quelque part, on va surmonter ce quotidien-là. Est-ce qu'il est possible, vraiment, qu'une histoire d'amour nous fasse sauter d'un pont? Il y a toujours
eu un héritage très important du romantisme sur le cinéma français. Ce type de séducteur-là, cette idée finalement du French lover prise de tête, celui qui finalement va permettre à la fois le grand amour, mais qui va amener de gros problèmes. Et ça révèle une certaine idée d'un idéal du grand amour, forcément vu comme un chemin de croix. Dès que tu seras sorti d'ici, ce sera la merde à nouveau. Quelle merde. La merde dans ma vie. Oh non, t'as vu la pression que tu me mets, Alice? Attends, Jo, y a pas que toi qui me merde dans ma vie. Ça va, rassure-toi, t'es qu'une toute petite partie. Oui, bah je prétends pas le contraire. Moi, je t'ai jamais dit ça. On commence pas? Pardon. J'ai pas envie. Excuse-moi. C'est-à-dire que le grand amour doit se mériter, et le grand amour, il faut quelque part accepter la torture, la prise de tête, qui est un modèle un peu masochiste, quelque part. Et ça dit quelque chose de la notion de grand amour aujourd'hui. Il faut souffrir pour être aimé. The phrase like je t'aime éperdument. Une expression comme je t'aime éperdument, ça me fait réfléchir. Si vous dites ça en anglais, je t'aime tellement que je suis perdue, c'est bien trop nihiliste. C'est vraiment déprimant. Nous, on évite le côté sombre de l'amour. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit que c'était vraiment très français. Très français de penser au côté négatif d'une histoire d'amour avant même qu'elle soit finie. L'amour à l'américaine est censé être heureux. On est censé être les meilleurs amis. L'amour tourmenté est un amour que nos mères nous apprennent à fuir. Faut-il aimer éperdument, aimer à la folie, aimer à s'en faire mal, comme dans les films français? Aïe! Oh, excuse-moi, je te fais mal. Laisse-moi, connard. Ou faut-il vivre heureux jusqu'à la fin de ses jours, comme nous l'enseignent les films américains? Difficile de trancher, mais une chose est sûre, tous ces stéréotypes pèsent lourd sur notre manière de voir et de vivre le grand amour. L'héritage de siècles de fiction déteint sur notre réalité. En fait, quand on observe 2 grands succès majeurs de l'histoire du cinéma, même 3 si on prend vraiment des succès très contemporains, si on prend Autant n'emporte le vent, Titanic, Avatar, qui sont des films qui sont des monstres, qui font des millions d'entrées, sont des films qui ne parlent que du grand amour. Et donc il y a vraiment cette idée que le grand amour cristallise une idée pour le public, une sorte de désir de fiction pour le public. Pourquoi est-on si fasciné par les histoires d'amour? Pourquoi a-t-on tant envie de s'y projeter? Est-ce qu'on veut ressembler à ces héros? Ou est-ce que ce sont eux qui nous ressemblent? Très bien. Ouvrez les yeux. Pas facile d'y voir clair. Le régime de la rencontre amoureuse nous confronte chacun à quelque chose qui n'est pas écrit. Et du coup, eh bien, ça nous confronte à une forme de dessaisissement de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode d'emploi. On ne sait pas comment faire, même si on a vu les autres faire, finalement, même si ce qu'on peut apprendre de l'amour nous vient toujours de l'autre. En même temps, quand ça nous arrive à nous-mêmes, eh bien, nous sommes confrontés à une forme de non-savoir fondamental, à quelque chose de profondément mystérieux. Face au mystère de l'amour, on a besoin de se raccrocher à des histoires, de comparer nos expériences aux récits des autres. De tous les sentiments, me semble-t-il, l'amour est le sentiment le plus fictionnel, c'est-à-dire qui dépend le plus du réservoir de fiction qui est disponible autour de nous. En amour, on se fait des films. On projette nos fantasmes sur la réalité. La plupart du temps, la passion repose sur un mécanisme de projection. Ce que Stendhal appelait la pétrification, la cristallisation. Ce processus parle un petit peu comme le sapin de Noël. Vous achetez un sapin, c'est un sapin, quoi. Il est pas terrible. Mais une fois que vous avez mis les guirlandes, les boules, les lumières, les étoiles et tout ce que vous pouvez mettre dessus,
il devient mais sublimissime. Quand on tombe amoureux, c'est ce qu'on fait en général avec l'autre, processus de cristallisation, de projection. On l'habille de toutes ces guirlandes, on le trouve absolument sublime. On va essayer en fait de vivre le sentiment à travers une organisation, je dirais quasiment esthétique de notre expérience. Le sentiment amoureux va se vivre quand on va vivre des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu dans les films, à ce qu'on a lu dans les romans. Moi, je pense qu'il y a un truc qui doit être pas mal pour séduire une meuf, c'est de faire comme dans les films américains, c'est de venir la chercher chez elle en véhicule pour l'emmener sur le lieu du rendez-vous. Tu vois, c'est classe. Encore faut-il avoir un véhicule. Ah, t'es venu me chercher, c'est cool. C'est toi dans la voiture? Ah non. Ah, c'est toi sur le scooter, là? Non, non. Ah oui, c'est bon. Je te vois, là. J'ai 2 tickets de bus. Je t'invite. Le mythe du grand amour et ses codes pèsent lourd sur notre quotidien. L'amour, c'est à la fois un idéal et un réel. Pas facile de concilier les deux. On n'imagine pas Tristan et Isolde mariés et poussant le landau avec des biberons et des couches. Ça, c'est pas dans la mythologie de la passion. Et c'est ça justement qu'essaye de concilier la famille moderne. Elle essaye de concilier d'un côté le biberon, les couches et le landau avec la passion aussi grandiose que celle de Tristan et Isolde. Évidemment, c'est un projet un peu fou et assez difficile à tenir. Si, dans notre quotidien, l'idéal du grand amour est vite rattrapé par la réalité, dans notre tête, la frontière entre fantasme et réel est souvent plus floue, à tel point qu'on en vient parfois à douter de la vérité de nos sentiments. Donc c'est ça les émotions fictionnelles. Les émotions fictionnelles, en fait, c'est une émotion qu'on ressent qui est réelle, mais qui peut se nourrir d'images qui, elles, ne sont pas vraies du tout. Il est charmant. Charmant. Il l'aime, certainement. Mais qui? Qui donc? Qui donc? C'est pour ça que dans le sentiment amoureux, très souvent, le statut de la réalité est très incertain. C'est ce que beaucoup de romanciers ont décrit. Justement, Flaubert, par exemple, avec Madame Bovary. Flaubert était cruel avec elle, il s'est moqué d'elle, mais c'est finalement un peu la condition même du sentiment amoureux, c'est justement de rendre trouble la frontière entre la réalité et la fiction. L'amour nous fascine. C'est un vecteur de fantasmes et de projections très puissant. Certains l'ont bien compris et n'hésitent pas à le mettre en scène. 2 mois après son divorce, Nicolas Sarkozy a donc rendu public aujourd'hui sa relation avec Carla Bruni. Nicolas Sarkozy, samedi à Euro Disney, avec l'ex-top modèle Carla Bruni. Une sortie aux allures de romance. À l'ère du storytelling, les histoires d'amour dignes de contes de fées sont particulièrement efficaces pour s'attirer la sympathie des électeurs. Le grand amour fait partie de la success story du politique. En fait, l'histoire d'amour est très pratique pour incarner des valeurs parce qu'on est tous dans des histoires d'amour, on a tous forcément vécu ça. Où on est capable de dire, bah oui, regarde, lui, il a vécu la même chose que moi. Lui, je comprends ce qu'il a vécu. Et donc, je peux m'identifier à cette personne. Tous les politiques vont en fait utiliser le grand amour pour incarner les valeurs que eux souhaitent incarner. Donc Nicolas Sarkozy a joué sur ce côté. Je suis quelqu'un qui est capable d'être touché, qui est capable d'être sensible, qui est capable de rêver. Et c'est ça qu'il a essayé d'incarner dans sa relation avec Carla Bruni, en fait. Quand Emmanuel Macron raconte comment il est tombé amoureux très jeune de sa femme, lui dit écoute, je vais partir à la capitale et je reviendrai pour t'épouser, c'est un moyen pour lui de dire je vais conquérir et je vais te l'amener quasiment comme un chevalier, quoi. C'est-à-dire qu'il va aller chercher un prix qui va ramener à sa belle. Aujourd'hui, le grand amour est partout, même dans la sphère politique. C'est nouveau. On imagine mal De Gaulle s'épancher sur ses histoires de cœur avec Tante Yvonne. Mais cette mascarade médiatique témoigne aussi de notre distance vis-à-vis du mythe du grand amour, devenu un outil de com' comme un autre. Love works.
Si le mythe du grand amour est aujourd'hui si présent et si cher à nos cœurs, c'est aussi parce qu'il revient de loin. Ces 50 dernières années, il s'en est pris plein la gueule. Le mythe a été attaqué de toutes parts. La mythe, c'est une plaie. Alors cette mythe, il faut la combattre. Ce matraquage en règle est en bonne partie le résultat de mai 68. Pouvoir, rapport homme-femme, famille bourgeoise, tous les fondements de la société en prennent pour leur grade, y compris le grand amour. Roland Barthes est professeur au Collège de France et vous venez de publier un nouveau livre intitulé Fragments des discours amoureux. Ce livre est né, dites-vous, de cette constatation, c'est que l'extraordinaire solitude du discours amoureux. Oui. Dans l'époque actuelle, disons, cette espèce d'amour-passion, d'amour romantique, il faut bien le dire, disons en gros, il n'est plus à la mode. Absolument. Oui. Il est devenu, comme me disait M. Barthes, il est absolument impraticable de dire à qui que ce soit, intelligemment, je suis amoureux de quelqu'un. On est considéré ou comme malade si l'amour n'est pas renvoyé, ou comme casé, enfin enterré si l'amour est partagé. Oui. Comme le constatent Roland Barthes et Françoise Sagan, au lendemain de mai 68, l'amour n'est plus à la mode. C'est une valeur bourgeoise, ringarde. Ce qui est vrai, c'est que dans les années 60, il y a une espèce de passion pour la politique. Alors, l'idée que l'amour est une affaire individuelle, évidemment, ce qui est vrai. Et donc, il y a plus exactement dans les années 60 une critique de la famille bourgeoise. Qu'est-ce que c'est que la famille bourgeoise? Et c'est une famille dans laquelle le divorce n'existe pas, mais disons les choses très clairement. On s'aime 6 jours et on s'emmerde 60 ans. Et on trompe sa femme à pied, à cheval et en voiture dans une institution qui s'appelle le bordel. À bas l'hypocrisie et la morale bourgeoise, vive la jouissance sans entrave. Avec la révolution sexuelle, même si tout le monde ne fait pas des poiriers tout nus, il faut assouvir ses désirs, et tout ce qui se met en travers est fustigé. En premier lieu, le couple marié et l'amour bourgeois. Qu'est-ce que c'est la fidélité pour vous? Un gigantesque gag. La fidélité, c'est le truc qui est encore du ressort de la possession. La révolution féministe est en marche et remet en cause les représentations déconnectées de la réalité, et notamment les films mélos qui affichent le grand amour. Ah, ça c'est beau, ça c'est magnifique. C'est même tellement beau qu'ils ont été obligés de la faire mourir à la fin, parce que sinon ils auraient été obligés de la montrer face aux réalités quotidiennes de la vie. On a toutes dans la tête, depuis toujours, le fait qu'on doit ressembler à ces images. Cette sensibilité féministe va faire qu'on va beaucoup plus faire attention à la façon dont on se répartit et les tâches ménagères et les émotions. Et on va faire attention à l'équité de l'échange, à l'équité de la relation. Ça nous amène à mesurer les choses. Passer la serpillière, c'est vraiment navrant. Comme être assise à une fenêtre tout le temps. Le féminisme démystifie et remet en question l'imaginaire du grand amour. Le prince charmant perd des points et la princesse sans défense prend enfin sa vie en main. Son haleine de poney, c'est pas top charmant. C'est pas avec lui que je ferai des enfants. Autre acteur du désenchantement du grand amour, la psychanalyse, qui, depuis le début du XXe siècle, prend de plus en plus de place dans nos vies. Sur le divan, on se prend la tête avec nos histoires de cœur. La psychanalyse est un lieu où les affaires de l'amour sont prises très au sérieux. L'amour n'est plus affaire de magie et de mystère, mais de mécanismes psychiques dont on serait les victimes. On pensait chercher le prince charmant, en fait, on cherchait le père. La psychologie a opéré comme une science, c'est-à-dire qu'elle a aussi proposé l'idée qu'il y avait des raisons, en fait, qui étaient explicables à l'amour, à nos choix amoureux. Mais elle a aussi mis en avant l'idée qu'il y avait des choix qui étaient meilleurs que d'autres. Dans le fond,
Quand j'y pense, j'aurais tout aussi bien pu épouser Martine. Pourquoi pas? Martine ou Irène. Et même finalement, beaucoup d'autres. La psychologie va exiger des sujets qu'ils aiment et qu'ils soient amoureux en pensant à maximiser leur bien-être et leur plaisir. Et donc à faire l'économie de la souffrance, de la passion inutile. Le credo contemporain, c'est aussi, on va pas en faire toute une histoire. Moi, je sais pas, j'avais lu un titre de magazine, je sais pas si c'était Biba ou Cosmo, il disait un chagrin d'amour, au-delà de 15 jours, au-delà de 3 semaines, c'est de la pathologie, c'est de la névrose. On voit pas comment Dante aurait pu écrire si il s'était dit que 15 jours après, vous voyez, Béatrice, hop, c'est fini. Dans un monde où la souffrance est devenue insupportable, voire honteuse, même le chagrin d'amour doit rester contenu, voire mignon, si possible. Aujourd'hui, on est un petit peu dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, hein, c'est-à-dire le meilleur des mondes, c'est ce monde où la souffrance devrait avoir disparu, ce monde où on pourrait prendre une petite pilule qui s'appelle le soma, qui immédiatement pourrait produire une émotion joyeuse, là où tout d'un coup un manque est éprouvé. Mais ça, c'est un monde aussi où quand on perd un être aimé finalement, on n'y accorde plus aucune importance. C'est un monde où il n'y a plus de rapport au symbolique, plus de rapport à la parole, plus de rapport au manque, et en fait où l'amour n'est pas possible. Hein. Et bim, le mythe. Mais celle qui a mis le coup de grâce à ce pauvre mythe du grand amour, c'est la science. C'est vrai, l'amour, ça ne dure que 3 ans? Eh bien, biologiquement parlant, on est obligé de dire oui, c'est quelque chose qui a été inscrit dans nos neurones. Avec le progrès scientifique, l'enjeu est d'élucider tous les mystères de l'existence. Chaque domaine de nos vies passe au microscope, jusqu'à l'amour. Vous savez, l'amour dure 3 ans ou 7 ans, je sais pas. Je ne sais pas les délais qui sont prescrits maintenant, et il est purement une affaire chimique. Ces représentations, qui sont des représentations d'une sorte de nécessité, une nécessité organique ou chimique, ce sont des représentations qui sont en fait assez désespérantes. Localisation. Paris. Son physique, son style, ses addictions. Son sexe. Notre rapport à l'amour est de plus en plus cartésien. Avec l'évolution des technologies et d'Internet, la recherche du grand amour est devenue une science à part entière. De 30 à 40 ans. Oh non, de 30 à 50 ans. Oh non, c'est dégueulasse. Choisir dans la liste barbe, moustache, bouc, lunettes, tatouage, piercing, tache de rousseur, bronzage. Lancer la recherche. Voilà. Alors. Même les émissions de télé-réalité font appel à des algorithmes pour dégoter l'âme sœur à leurs candidats. Adapté d'une émission danoise, le programme Mariés au premier regard forme ainsi scientifiquement des couples qui se rencontrent pour la première fois le jour de leur mariage. Le mythe du grand amour, c'est un mythe de la reconnaissance où chacun des deux individus, d'un seul regard, sont capables de se reconnaître et de se choisir. Or là, ils ne vont pas se choisir et on va espérer, en fait, le spectateur et les acteurs eux-mêmes vont espérer, mais avec beaucoup de scepticisme, vont espérer que ça va marcher, comme on dit. Il me semble que c'est une émission qui, en quelque sorte, prend en compte la distance que notre culture a commencé à prendre vis-à-vis du mythe du grand amour. Bon, on en est là, coincé entre des années de déconstruction du mythe du grand amour et un bain culturel très fort. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Enfants des post-68 arts et d'Internet, les générations Y et Z sont les mieux placées pour en parler. Et alors, est-ce que vous croyez au grand amour? Pas trop. Ça dépend. Ouais, ça dépend, voilà. Franchement, ça dépend. Ça dépend. Et moi, c'est pas ce que je recherche pour l'instant. Quelques mots. Ça n'existe pas, l'amour.
Non, ça n'existe pas. La génération Y, c'est une génération qui, je crois, est en plein désarroi affectif. C'est-à-dire qu'ils ont vécu de plein fouet le divorce de leurs parents. Et ils peuvent aussi avoir eu des copains qui ont eu des parents divorcés. Bref, il y a une grosse imprégnation au niveau du divorce. Et du coup, il y a une hyper-prudence qui se met en place. Les gens ne veulent pas souffrir. Ils sont méfiants. Ils se disent, est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut réussir là où tous les autres ont échoué? On n'a pas pensé, nous, la génération des baby-boomers, qu'on transmettait le chaos à nos enfants. Et c'est quand même ce qui s'est passé. Moi, je me souviens très bien, hein, j'avais pas l'impression, en divorçant, que j'allais abîmer le schéma affectif de mes enfants. Si je vous dis le grand amour, ça vous évoque quoi? Avec notre génération, c'est plus compliqué de trouver quelqu'un jeune avec qui on reste pendant des années. Amour, les nouvelles générations, c'est pas gagné. Plutôt des petits, ouais. Non, c'est pas trop ça. Ça pense plus à s'amuser qu'autre chose. Des petits stages, elle a dit. On estime que le nombre de célibataires a doublé en l'espace de 30 ans. Alors on pourrait très bien se dire que vivre seul, après tout, c'est pas un problème. Sauf que toutes les jeunes de la génération, les trentenaires, vous diront tous qu'ils ont envie de vivre en couple. Ils croient tous encore au grand amour, ils ont tous envie de rencontrer le grand amour. Ouais, ça évoque quelque chose qu'on a envie de rencontrer, mais moi je l'ai pas encore rencontré personnellement. Après toi, je sais pas, mais... Non, moi je l'ai pas encore rencontré. Grand amour, je pense à l'homme de ma vie, le mec qui me comblera, qui me fait rêver et que je n'ai pas. Et alors, est-ce que c'est important pour vous, l'amour? Bah oui. À l'ère du divorce de masse, de Tinder et de l'amour zapping, force est de constater que le grand amour résiste et fait toujours rêver. Regardez, il est trop beau mon coussin. Comme d'autres youtubeurs, Sophia et Mathieu mettent en scène leur grand amour sur Internet et rassemblent des millions de vues. Enfin, se dire que nos vidéos ont été vues 22 millions de fois, c'est pas imaginable. Notre chaîne a 1 an et demi, donc... Je dirais pas que notre couple fait rêver, mais je pense que pour les plus adolescents qui ne croient plus en l'amour, on peut être un espoir, parce que ça fait quand même 3 ans et demi qu'on est ensemble, donc ça se trouve, ils se disent, vu qu'eux, ils y arrivent, peut-être que nous, un jour, on y arrivera aussi. Il y a une schizophrénie entre l'amour zapping, qui est la réalité, et le rêve d'amour éternel. D'après moi, le grand amour, c'est t'es avec une personne et vraiment, t'y restes pour la vie, quoi. Voilà, quand t'as des étoiles dans les yeux, quand t'es avec lui, tu sais que c'est la bonne, quoi. Tiraillée entre désenchantement et rêve d'amour éternel, la jeunesse semble schizophrène. Un peu comme Bridget Jones, l'éternelle célibataire en mal d'amour, véritable icône d'une génération. Bridget Jones, elle a beau passer son temps à dire qu'elle rêve d'un mec, mais que finalement, elle a pas besoin de mec, elle se libère, qu'elle a un personnage, ce qu'on appelle la célibatante, hein, c'est-à-dire la célibataire qui se bat. Mais Bridget Jones, en fait, elle ne rêve que de quoi? Que d'un mariage en blanc, que d'un amoureux, le grand amour. Permettez? Elle vous va. Ça révèle aussi quelque chose de la société qui rêve de faire exploser les codes et qui finalement se replie toujours sur une forme de conservatisme. Et donc, me voilà, entourée de mes amis et déterminée à vivre heureuse jusqu'à la fin des temps. Enfin, c'est ce que je m'étais imaginé. Alors, notre culture est très ambivalente vis-à-vis du mythe du grand amour. Elle veut beaucoup y croire et elle n'y croit pas en même temps. C'est un peu comme la publicité. On peut voir une publicité très intéressante. On sait que c'est une publicité, donc on n'y croit pas vraiment, mais elle a quand même une influence sur nous. C'est un peu de cet ordre-là. Je crois que notre rapport au mythe du grand amour, il est un peu de cet ordre-là. On veut y croire, mais on n'y croit pas vraiment. Le grand amour, il faut y croire. Si on n'y croit pas, ça marche pas. C'est un peu comme le pouvoir des fées dans Peter Pan. Si on ne croit pas aux fées, elles n'apparaissent pas. Si on ne croit pas au grand amour, il n'apparaît pas. Le grand amour serait donc affaire de croyance. Et aujourd'hui, à l'heure où on en veut toujours plus et où tout fout le camp, on n'a plus que jamais besoin d'y croire.
On a besoin d'être tout le temps sur des montagnes russes, que les choses soient folles vers le haut ou fortes vers le bas. Cette exigence d'intensité permanente qui donnerait à la vie toute sa valeur. Ce goût de l'amour comme drogue majeure. Donc des petites oscillations ou une vie un peu sereine et douce, ça fait plus rêver plus personne. Dans notre société capitaliste, on a besoin de sensations fortes. On veut toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus grand. Et le grand amour est sans doute le meilleur moyen, et le plus agréable, de nous faire vibrer, de faire battre notre cœur à 100 à l'heure. Une obsession de frénésie et d'intensité qui dit notre peur contemporaine viscérale du vide. L'ennui et la routine et l'habitude, tout ce qui justement ne produit pas d'intensité, est devenu beaucoup moins soutenable, beaucoup plus difficile. Un détachement intérieur se faisait qui la déliait de lui. La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue. Il va pleuvoir. Et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Enfin, je crois. Le quotidien et l'habitude épuisent le grand amour. Pourquoi, mon Dieu, me suis-je mariée? Lisez les essais de Montaigne. Prenez le chapitre 5 du livre 3 des essais de Montaigne. C'est mon côté vieux prof. Livre 3, chapitre 5. Voilà. Et vous verrez, Montaigne n'a pas de mots assez durs pour stigmatiser l'idée même du mariage d'amour. Il cite un proverbe, il dit « Épouser la femme qu'on aime, c'est chier dans le panier avant de se le mettre sur la tête. » C'est du Montaigne. Alors, comme Emma Bovary, l'éternelle insatisfaite, on préfère changer de cavalier. L'homme moderne est en quête d'expériences nouvelles, de renouveau perpétuel. Il y a une espèce de bovarisme qui est, d'abord, qui est heureux. Ça, c'est une grande différence. Hein. Emma Bovary, dans Flaubert, elle en meurt. Le bovarisme, ça donne des dettes et le suicide. Alors que maintenant, on a une espèce de bovarisme... pour qui ça va donner des pensions alimentaires et puis une deuxième conjugalité quand ça marche, et donc c'est plutôt confortable. Mais d'où vient notre obsession grandissante pour le renouveau et l'intensité? Attention, idée. J'ai essayé de montrer qu'il y avait une concomitance entre la fascination pour le courant électrique au XVIIIe siècle et l'apparition d'un nouveau style d'homme, un homme intense, un homme électrique. Fini l'éclairage à la bougie. Vive la fée électricité, qui nous a transformés sur son passage en des hommes excités, survoltés, des hommes toujours plus fascinés par l'intensité. Toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que tu fasses attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais oui Joe, faisons-nous de l'électricité? La société moderne et laïque ne peut plus se raccrocher à la vie après la mort. Il faut donc profiter au maximum de la vie sur Terre, avec des activités intenses, une sexualité intense, des amours intenses. Bref, on veut un grand amour foudroyant, un grand amour qui nous électrise. Natacha, je voulais savoir si tu voulais m'épouser. Oui. C'est vrai? Oui. J'ai dit oui. Elle a dit oui. Merci. Je m'en fous. Ma mère, elle croyait pas que t'allais dire oui. Puis moi, des fois, je suis là, j'ai pas confiance en moi. Et je suis contente. Bon, oui, ok. L'amour, ça nous met dans tous nos états, les meilleurs comme les pires. Mais ça reste le meilleur moyen de nous donner confiance en nous. D'où vient cette idée qu'il faut trouver sa moitié pour avancer? Dans le mythe d'Aristophane, il y a l'idée qu'à un moment, Zeus a puni les êtres humains pour leur orgueil et les a violemment coupés en deux.
Et donc, l'humanité actuelle serait le produit de cette coupure, en psychanalyse on dirait de cette castration, de cette séparation avec une moitié d'elle-même, et donc le mythe de l'amour viendrait de cette coupure originelle et viendrait dire notre aspiration à chacun à retrouver une moitié perdue. All right, let's face swap. Okay. Hold on, really quick, I just wanna... Oh yeah. Il faudrait donc fusionner pour atteindre la plénitude, tous les deux, unis dans une bulle de bonheur. Je ne crois pas que l'amour soit la seule voie d'accomplissement qui soit ouverte aux êtres humains. Maintenant, c'est celle qu'ils désirent le plus communément. Il n'y a que le sentiment qui puisse nous donner des nouvelles un peu sûres de nous. C'est-à-dire que vous avez une idée de vous-même, cette idée de vous-même, elle est vaniteuse, elle est prise par l'amour-propre, vous avez la multiplication des illusions sur soi, qui est le fait de l'amour-propre. Et donc la seule chose qui puisse vous révéler à vous-même, c'est le sentiment. Et là, vous savez ce qui vous arrive. Et par ce qui vous arrive, vous êtes vrai. Si dans les années 80 et 90, c'était par le travail qu'on se réalisait, aujourd'hui c'est par l'amour qu'on accède à l'accomplissement personnel, grand credo contemporain. Quand on est aimé, on se sent bien, on se sent fort. Ce qui est recherché dans l'amour, c'est cette expérience d'être hors du commun pour l'autre. Hein. C'est ça dont on a besoin finalement. Ne pas être un objet remplaçable, ne pas être un objet auquel on pourrait substituer indifféremment un autre objet. Il y a une unicité de l'objet dans l'amour. Moi, il y a une fille dans ma classe qu'elle fait que de me regarder tous les jours dans les yeux. Elle te regarde dans les yeux? Et toi? Bah, parfois. Parfois? Quand je travaille, elle me regarde. Quand je tiens la porte, elle me regarde tous les jours. Quand je me range, elle me regarde avec ses copines. Elle parle, après elle me regarde. Et toi, tu aimes bien quand elle te regarde? Ouais, peut-être. Je sais pas. On vit dans une culture qui demande de nous d'affirmer constamment notre singularité. La question de notre valeur, qu'est-ce qu'on vaut, est devenue une question ouverte, perpétuellement ouverte. Être aimé de quelqu'un, c'est une façon de stabiliser cette question. C'est une façon de trouver une réponse à la question. Je suis aimé par X, donc je vaux quelque chose. L'amour nous donne des ailes et nous fait nous sentir uniques à une époque où tout est globalisé et uniformisé. La vie moderne est une vie qui est pleine d'incertitudes. L'amour demeure un rêve plus que jamais parce que c'est une façon de créer de la certitude dans un océan d'incertitudes. Le mythe du grand amour et sa promesse, même incertaine, d'éternité, serait notre refuge, à l'heure où tout est à durée limitée, à l'heure de l'obsolescence programmée et de la précarité. Les temps sont durs, on voudrait réenchanter le monde, et l'amour est encore le meilleur moyen d'y arriver. La passion amoureuse, c'est évidemment ce qu'il y a de plus intense, c'est ce qu'il y a de plus excitant. Quand vous êtes fou amoureux ou folle amoureuse, vous y pensez dans le train, dans le métro, dans l'avion, au bureau, sous votre douche, ça enchante la vie. C'est le réenchantement du monde, la passion amoureuse. Dans un monde hostile semé d'embûches, le grand amour serait un nid douillet et réconfortant où s'abriter. L'autre, c'est celui devant qui on peut être à nu, devant qui on est sans pose, sans maquillage, sans forfanterie. Donc cet être unique
devant lequel on est sans parade et sans défense. Le grand amour nous met à nu, nous débarrasse de nos carcans pour nous révéler à l'autre et à nous-mêmes. Libérés, délivrés, allégés, on peut enfin s'abandonner, s'évader et pourquoi pas être heureux. Lieu de l'accomplissement, du réconfort et de la vérité, l'amour est aujourd'hui notre phare dans la nuit, un bien précieux qu'on choisit comme un trésor. On voit qu'aujourd'hui, comme nous sommes rentrés dans cette histoire de l'amour, de la famille moderne, les seuls êtres pour lesquels nous serions prêts à risquer nos vies ou à donner nos vies, ce sont les êtres, d'abord sont des êtres, des personnes humaines, de chair et de sang, et évidemment, d'abord et avant tout, celles qui sont sacralisées par l'amour, oui. Et donc l'amour sacralise. C'est ça qui change dans l'Europe moderne, c'est l'idée que c'est la personne humaine qui est sacrée. Aujourd'hui, l'amour est notre nouveau sacré. Ce qui donne du sens à nos vies dans l'Europe moderne, ce n'est plus Dieu, la politique ou la patrie, mais les personnes qu'on aime. Beaucoup de gens pensent que c'est un repli sur la sphère privée. C'est pas du tout vrai, c'est encore une ânerie. La sympathie, sympathos, le fait de souffrir avec l'autre. Étymologiquement, sympathie, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, vous voyez, ce sentiment de sympathie pour l'autre, ce sentiment universel, parce que ça va, à la limite, englober des personnes avec lesquelles on n'a aucun point commun. C'est pas simplement le proche, c'est le prochain. Le prochain, c'est le contraire du proche. C'est l'anonyme, celui que je ne connais pas. C'est pas du tout un repli sur soi qu'on a vécu en Europe, c'est évidemment un mouvement d'ouverture à l'autre, mais c'est quelque chose en effet à l'échelle de l'histoire humaine qui est tout à fait nouveau et qui est directement lié à l'histoire de l'amour. En migrant au centre de nos vies, l'amour aurait fait de nous des êtres plus aimants, plus sensibles, capables de plus d'empathie. L'amour se présente aussi comme une expérience autre, au sens où l'amour nous fait autre à nous-mêmes. Et finalement, dans cette peut-être dans cette civilisation du même, où via le narcissisme de masse, narcissisme globalisé finalement, chacun peut être amené à se perdre dans cette recherche d'une image de lui-même. Eh bien, la rencontre amoureuse, elle s'inscrit totalement en faux finalement par rapport à cette quête narcissique. Pour certains, comme le philosophe militant Alain Badiou, l'amour serait même une valeur révolutionnaire dans notre monde replié sur lui-même. L'amour est dans l'existence une révolution finalement, parce que c'est ça. L'amour, c'est quand même quelque chose qui change absolument les perspectives de l'existence personnelle. Le monde dans lequel on va vivre va être partagé, ça va être un monde qui n'est pas réductible à celui de l'égoïsme personnel et du narcissisme. L'expérience du monde, au lieu d'être l'expérience solitaire, individuelle, narcissique et intéressée, devient un autre type d'expérience qui est en partage avec quelqu'un d'autre. On voudrait presque abolir la mort et le danger. Or, l'amour, c'est dangereux. L'amour comporte inévitablement un risque et un danger. Et de ce point de vue-là, il est une modalité de résistance à la société telle qu'elle est. L'amour est devenu un combat aujourd'hui. C'est-à-dire la maintenance de l'amour, la force de l'amour, l'acceptation de l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas homogène à une société qui, en effet, est une société de la sécurité généralisée. Cet amour-passion, pourquoi est-ce qu'il a eu un tel succès, finalement? Pourquoi est-ce qu'il s'est transmis au fil des siècles jusqu'à nous, finalement? Parce qu'il perdure quand même, malgré la marchandisation de la sexualité, malgré la désinhibition, soi-disant, des conduites. Finalement, il y a quelque chose qui perdure quand même dans le mythe de l'amour-passion.
À travers cette expérience, il y a quelque chose de l'individu qui échappe toujours aux exigences de la civilisation, aux exigences de l'État. Quelque chose qui fait que l'individu n'est pas contrôlable. L'amour, c'est un lieu de résistance à quelque chose de la civilisation. Le grand amour nous permettrait de transcender le monde qui nous entoure et de nous transcender nous-mêmes. C'est une bulle de bonheur qui résiste à la tempête, une promesse d'absolu, de partage et de plénitude. Le grand amour aujourd'hui serait à la fois celui qui nous rassure et nous fait prendre des risques, celui qui nous promet l'éternité, mais qu'on peut vivre plusieurs fois, celui dont on ne veut plus gober les histoires, mais qu'on adore se raconter.